Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est l'histoire d'un système qui apprend silencieusement qu'il n'a plus besoin de chars, ni de bombes, ni de discours. Il lui suffit d'un interrupteur. Et une fois que cet interrupteur existe, le pouvoir n'a plus besoin de s'annoncer. Il n'a plus besoin d'expliquer. Il n'a même plus besoin de menacer, parce que la menace est intégrée au design. En ce moment même, quelque part dans le monde, l'avenir entier d'un pays est en train d'être restructuré autour d'une seule hypothèse, que la survie peut devenir conditionnelle, que l'obéissance peut être automatisée, que la stabilité peut être activée ou désactivée. Vous n'êtes pas censé remarquer que cela se produit. Vous êtes censé penser que c'est normal, technique, ennuyeux. Et c'est précisément ce qui rend cela si dangereux. Si vous êtes encore avec moi, restez avec moi. Parce qu'une fois que vous voyez comment ce système fonctionne, vous ne pouvez plus ignorer vers quoi il se dirige. Et nous sommes déjà à l'intérieur. Ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la diplomatie. Ce n'est même pas la force, c'est la dépendance. Le pouvoir moderne ne conquiert pas des territoires, il fabrique de la dépendance. Il identifie ce dont un système ne peut pas se passer et réorganise tout autour de l'accès à cette chose unique. L'argent en fait partie, mais l'argent seul est trop abstrait. Ce qui compte, c'est un revenu qui peut être interrompu. Dans ce système, l'autorité ne vient pas de celui qui gouverne. Elle vient de celui qui contrôle le flux, qui rend la gouvernance possible. Ce flux devient la véritable constitution. Une fois que cela se produit, les élections comptent moins que le débit. Les lois comptent moins que la conformité. Et la souveraineté devient conditionnelle. Non pas révoquée, non pas abolie, mais discrètement suspendue quand c'est nécessaire. C'est pour cela que le centre de gravité s'est déplacé, loin des politiciens, loin des diplomates, vers l'infrastructure, less pipelines, les ports, les systèmes qui semblent neutres, techniques, gestionnaires. Mais ils ne sont pas neutres. Ils décident qui peut survivre à une erreur et qui ne le peut pas. Et une fois que le pouvoir réside là, tout ce qui se trouve en aval commence à se comporter différemment, y compris ceux qui pensent encore être aux commandes. Le changement le plus dangereux de ce système n'est pas arrivé soudainement. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de vote. Il est arrivé progressivement, déguisé en pragmatisme. Avant, le pouvoir était bruyant. Il arrivait avec des ultimatums, des délais, des ennemis visibles. Aujourd'hui, le pouvoir arrive sous forme de maintenance. Avant, l'intervention ressemblait à une invasion. Aujourd'hui, elle ressemble à un investissement, des conseillers plutôt que des soldats, des contrats plutôt que des ordres. Et parce que cela paraît moins violent, cela paraît plus sûr, plus raisonnable, presque responsable. Mais le changement lent ne déclenche pas d'alarme. Il réinitialise les attentes. Avec le temps, on cesse de demander qui décide. On commence à demander ce qui est efficace. Et une fois que cela arrive, la question du consentement disparaît complètement. C'est ainsi qu'un système apprend à gouverner, sans jamais assumer la responsabilité de gouverner. Il ne règne pas, il calibre, il ajuste les flux, il récompense l'alignement. Il punit la déviation, silencieusement. Au moment où quelqu'un réalise ce qui a été perdu, l'ancienne forme de contrôle paraît déjà impossible à retrouver. Et c'est alors que les premiers chocs commencent à sembler mérités. Puis il se passe quelque chose qui ressemble à première vue à un progrès, un assouplissement soudain, un geste présenté comme de la bonne volonté, une décision décrite comme intelligente, pragmatique. La pression se relâche, les menaces reculent, ce qui semblait être une collision imminente, n'a finalement pas lieu. On vous dit que c'est de la retenue, de la maturité, un tournant vers la paix. Mais regardez de plus près, rien de structurel n'est résolu, rien de fondamental n'est réparé.
Ce qui change, ce n'est pas le système, c'est le timing. La libération est partielle, conditionnelle, réversible. Et c'est exactement le but, parce que le système ne récompense pas la réforme. Il teste la réactivité, il pose une question très précise. Le comportement peut-il être modifié sans la force? Si la réponse est oui, l'escalade devient inutile. Et si l'escalade est inutile, le levier devient permanent. C'est pour cela que ces moments sont si faciles à mal interpréter. Ils ressemblent à une désescalade. Ils sonnent comme un soulagement, mais ils sont en réalité un calibrage, une preuve de concept. Et une fois que cette preuve existe, l'étape suivante n'est pas la réconciliation, c'est l'expansion. Voici ce qui rend ce système différent de ceux qui l'ont précédé. Il n'y a pas un levier unique. Il y a un réseau de conditions. Les revenus n'arrivent pas automatiquement. Ils doivent être autorisés, maintenus, protégés. L'accès devient basé sur la performance. Si le système se comporte comme prévu, le flux continue. S'il ne le fait pas, le flux se resserre. Non par punition, mais par conception. Le génie de ce mécanisme, c'est que personne n'a besoin de donner l'ordre. Le système s'applique lui-même. Ceux qui gèrent l'infrastructure deviennent des sentinelles, des capteurs d'alerte précoces. Toute perturbation, toute arrestation, toute interférence, toute instabilité déclenche des conséquences qui paraissent techniques, pas politiques. Les bénéficiaires sont clairs. Le capital gagne en prévisibilité. Le pouvoir externe gagne en conformité. Le risque est socialisé vers le bas. Et le coût n'arrive pas sous forme de gros titres. Il arrive sous forme de pénurie, de retard, de pression interne qui donne l'impression d'être domestique. C'est ainsi que le contrôle s'exerce sans empreinte digitale, pas d'occupation, pas de déclaration. Juste une réalité où la survie dépend du fait de rester dans la ligne. Et une fois qu'un système apprend cette leçon, il ne l'oublie pas. Puis le système est mis sous tension, pas assez pour le briser, juste assez pour voir. Ce qui bouge en premier, les flux ralentissent, les signaux vacillent, les dirigeants hésitent, les travailleurs attendent. Rien de spectaculaire ne se produit d'un seul coup. C'est là que beaucoup se trompent lorsqu'ils cherchent une crise. À la place, la friction apparaît partout. La maintenance est retardée, les paiements stagnent, la confiance s'effrite. Et soudain, tout le monde à l'intérieur du système commence à prendre des décisions plus petites, plus sûres, des décisions qui maintiennent le flux en vie. Pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà à quoi ressemble l'accélération aujourd'hui. Pas le chaos, la compression. La marge d'erreur s'effondre. Chaque action est évaluée à l'aune d'une seule question. Cela va-t-il interrompre le flux? Et quand cette question devient dominante, la politique change de forme. Elle devient interne, invisible, autodisciplinée. Plus personne n'a besoin de menacer l'instabilité. Le système la porte en lui, ce qui signifie que la prochaine perturbation ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de l'intérieur. Et c'est là que vous entrez en jeu. Parce que lorsque des systèmes comme celui-ci se resserrent, ils ne s'annoncent pas au public, ils se manifestent comme un inconvénient, un retard, un coût. Vous le ressentez comme de l'incertitude, comme des prix qui n'ont plus vraiment de sens, comme des choix qui se rétrécissent soudainement. On vous dit que c'est la complexité, les forces mondiales. Des choses que personne ne contrôle. Mais ce qui se passe réellement est plus simple. Le risque est transféré. La stabilité en haut est achetée au prix de l'exposition en bas. Quand le système doit prouver sa discipline, il n'absorbe pas le choc. Vous l'absorbez par la volatilité, par la rareté, par la pression silencieuse de s'adapter. Et la partie la plus troublante est la suivante. Une fois que ce modèle fonctionne quelque part, il ne reste pas contenu. Si vous voulez comprendre pourquoi cela continue, pourquoi les mêmes schémas se répètent ailleurs, vous devez continuer à regarder. Parce que l'étape suivante n'affecte pas qu'un seul pays,
Elle commence à réécrire la manière dont le pouvoir attend que vous vous comportiez. Et ce changement est déjà en cours. Une fois que ce système prouve qu'il peut fonctionner quelque part, il n'est resté pas local. Il se propage. D'autres gouvernements observent attentivement. Pas pour l'idéologie, pour l'efficacité. Ils voient un modèle où le contrôle ne nécessite pas d'occupation, où la conformité ne nécessite pas de loyauté, où la stabilité peut être externalisée au marché et gérée par l'accès. Et ils prennent des notes parce qu'il ne s'agit pas des ressources d'un seul pays. Il s'agit d'une méthode qui voyage bien. Partout où il existe une dépendance à une exportation étroite, partout où l'infrastructure vieillit, partout où les revenus sont plus fragiles que l'autorité, la même logique commence à apparaître. Dans les accords commerciaux, dans les restructurations de dettes, dans des partenariats chargés de conditions invisibles. Ce qui ressemble à de la coopération sur le papier devient du levier dans la pratique. Et plus le système est interconnecté, plus il devient difficile d'en sortir. Se retirer cesse d'être un choix politique, cela devient une impossibilité économique. C'est à ces moments-là que la pression cesse de paraître imposée. Elle paraît naturelle, inévitable, et une fois que l'inévitabilité s'installe, la résistance commence à sembler irrationnelle. C'est précisément à ce moment que des systèmes comme celui-ci se propagent le plus vite. À partir d'ici, le système a 3 trajectoires possibles. La première est l'ajustement. Tout fonctionne techniquement, les flux se stabilisent. L'esprit se calmante. Le système devient la nouvelle normalité. Le contrôle est rarement visible, mais il est toujours présent. Le comportement est façonné discrètement par des incitations qui semblent volontaires. Rien ne se brise, rien ne s'améliore. Cela tient. La deuxième trajectoire est l'érosion. De petites défaillances s'accumulent, les retards se multiplient, la confiance s'amenuise. La conformité continue, mais à contre-cœur. Le système fonctionne encore, mais avec des frictions. Plus de surveillance, plus de conditions, plus de pression pour prouver l'alignement. La stabilité devient coûteuse à maintenir et chaque intervention nécessaire pour la préserver l'affaiblit davantage. Puis, il y a la troisième trajectoire, la rupture. Pas un effondrement soudain, pas une révolution. Une erreur de calcul et une coupure qui dure trop longtemps. Un choc que le système ne peut pas absorber. Les revenus s'arrêtent, la pression interne explose. Les mécanismes de contrôle se déclenchent exactement comme prévu et produisent le chaos au lieu de l'ordre. Le danger n'est pas que quelqu'un choisisse cette voie. Le danger est que les systèmes fondés sur le levier ne savent pas toujours quand arrêter de tirer. Et une fois que l'accélération dépasse un certain seuil, il n'y a plus de retour propre possible. Il n'y a que l'élan. Ce qui rend ce système si dangereux, ce n'est pas qu'il soit secret, c'est qu'il paraît raisonnable. Il promet la stabilité sans spectacle, l'ordre sans occupation, le contrôle sans responsabilité. Et une fois que les gens acceptent cet échange, une fois que la survie est liée à l'accès, le pouvoir n'a plus besoin de défendre sa légitimité. Il se contente de gérer les conséquences. C'est pour cela que les décisions les plus importantes se prennent aujourd'hui loin des élections, loin des débats, à l'intérieur de cadres qui se décrivent comme techniques, temporaires, nécessaires. Rien dans ce système n'exige de mauvaises intentions, il exige seulement de l'élan. Et l'élan ne demande pas la permission. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, si vous voulez voir où cette logique mène lorsqu'elle est appliquée, encore et encore et encore, vous ne pouvez plus détourner le regard maintenant. Parce que l'avertissement n'est pas que quelque chose pourrait mal tourner, c'est que tout pourrait fonctionner exactement comme prévu. Et si cela arrive,
La question ne sera pas de savoir si le pouvoir est abusé, elle sera de savoir si quelqu'un se souvient encore de la manière dont le pouvoir était autrefois contesté. Restez avec cela. Suivez le système, parce que la phase suivante ne s'annonce pas. Elle arrive. Et à ce moment-là, se retirer ne sera peu être plus une option